comptais vous poser cette question finalement un peu vers la fin, mais vous avez commencé à aborder la question justement très intéressante de la vérité. Oui. Puisque j'ai en discuté encore tout à l'heure avec mon confrère, et c'est vrai qu'en tant que jeune avocat en tout cas, a fortiori au pénal, on a une certaine fascination, ou en tout cas un certain questionnement sur la vérité. C'est-à-dire qu'on a toujours ce réflexe quasi pavlovien de se demander, lorsqu'on est attablé dans cette cellule, ou en tout cas de garde à vue, ou même en comparution immédiate, on a ce besoin parfois de se dire, mais peut-être que si je connaissais la vérité, cela m'aiderait-il à mieux défendre, ou peut-être j'aimerais, et ça c'est vraiment une question qui me tenait à cœur, que j'aimerais vous poser aujourd'hui, c'est au fur et à mesure de vos années d'expérience, quel rapport attachez-vous à la vérité, ou est-ce qu'il y a eu un moment où vous en êtes détaché, ou est-ce que voilà. La vérité, c'est un problème essentiel. C'est très difficile, la vérité. Quand Socrate, dont je vous parlais tout à l'heure, parce que c'est quand même intéressant dans ce dialogue de patron, qui n'est pas vraiment un dialogue, qui s'appelle l'apologie de Socrate, il répond à ceux qui ont dit, ceux qui l'accusent, là, ses accusateurs, ils ont dit au juge, méfiez-vous, bon, on lui reproche trois choses. On lui reproche de corrompre la jeunesse, ça c'est bien vrai, et il leur explique des choses qui ne sont pas conformes. Deuxièmement, on lui reproche de ne pas croire aux dieux d'Athènes, c'est-à-dire à Zeus, etc., à Héra, à Zeus, à Aphrodite et à Athéna. Et on lui reproche enfin, la troisième, c'est de croire en un Dieu nouveau. Bon, tiens. Et ces accusateurs disent, faites attention, il est très éloquent. Il va vous retourner. Il dit cette chose extraordinaire, il dit au début, mais c'est pas vrai, ils se sont trompés, je suis pas éloquent du tout. Je suis pas éloquent du tout parce que moi, il n'y a qu'une chose qui m'importe, c'est la vérité. Et que, en gros, l'éloquence, ça consiste aussi à mentir. Bon. Alors, je n'ai pas dit que l'éloquence servait à mentir, mais cette idée qu'il existe une vérité constante et absolue, c'est une idée qui, pour un homme comme Socrate, était en fait religieuse, qui est bon, puisque c'est quelque chose que vous connaissez bien. La vérité, c'est effectivement quelque chose qui peut avoir un sens religieux. Mais la vérité, elle n'est jamais très claire. La vérité des faits dans une affaire, elle n'est pas très claire. Il y a un grand archéologue qui s'appelait le roi Gourand. Le roi Gourand était un professeur au Collège de la France. C'était le plus grand archéologue préhistorien français. Il faisait des fouilles absolument extraordinaires, en particulier près de l'endroit où traversaient les Règnes 15 000 ans avant Jésus-Christ. Et il découvrait exactement comment... Moi, j'ai vu les choses qu'il faisait, qui étaient extraordinaires. Comment, en grattant la terre avec des petits outils de dentiste, etc., il réussissait à découvrir l'endroit où les gens taillaient leur silex, la façon dont ils étaient couchés, par exemple. Il me dit, là, ils mettaient les fourrures. Et moi, je lui disais, mais comment pouvez-vous dire qu'ils mettaient les fourrures? Ben, il disait, on s'est aperçu qu'il y avait des petites rangs de poussière et qu'ils balayaient. Parce que quand ils balayaient, ça faisait des petits tas de poussière auprès de la fourrure. Bon, un archéologue extraordinaire qui cherchait la vérité sur les choses pareilles. Et il était absolument furieux contre ceux qui disaient n'importe quoi, contre ceux qui voyaient la grotte de Lascaux et qui voyaient une tête de bœuf et qui en déduisaient quelle était leur religion, comment ils s'enterraient, etc., etc. Et il disait, il avait une formule extraordinaire, il disait qu'il remarquait cette faculté déconcertante qu'ont les faits de s'aligner dans le bon ordre pourvu qu'on les éclaire d'un seul côté à la fois. Et ça, je trouve que c'est une formule très forte. Ça veut dire que la vérité, c'est difficile. Et il peut y avoir plusieurs vérités. La meilleure preuve, c'est que quand on éclaire les faits d'un seul côté, on a une vérité qui peut être différente de celle que découvrent ceux qui éclairent d'un autre côté. L'avocat, certes, il cherche la vérité, mais cette vérité est la vérité que va lui dire son client, que vont lui dire les faits. Alors, je vais vous dire comment ça se passe. Très souvent, vous prenez un dossier, vous avez, la presse entière dit, monsieur un tel, et c'est horrible ce qu'il a fait, c'est affreux,
Bon, tout le monde dit ça, vous voyez le juge qui dit, bon, enfin, votre client, il est coupable, regardez le dossier, on voit le dossier. Les policiers, ils ont fait un rapport de synthèse dans lequel ils expliquent que votre client est complètement coupable pour telle et telle raison. Vous vous trouvez avec le dossier, vous dites, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais dire que tous ces gens-là mentent? Non. Je vais regarder le dossier en essayant de l'éclairer différemment. Par exemple, il y a un fait qui est considéré comme une preuve. Et si on éclairait ce fait différemment, si on lui trouvait une autre explication, à la lumière de ce que vous a dit votre client, à la lumière de votre réflexion, et peu à peu, le dossier s'organise d'une façon différente. Et vous apercevez que vous avez, vous, une autre vérité que la vérité de ceux qui veulent le condamner. Je dirais, mais vous pouvez vous tromper quand même. Oui, mais aussi. Et si je me trompe, d'abord, premier point, si je me trompe, si je fais acquitter quelqu'un qui est coupable, ça fera un coupable en liberté. C'est pas bien un coupable en liberté. Mais si je fais pas ce travail, il risque d'y avoir un innocent en prison. Et ça, c'est très grave. Voilà. C'est très grave, un coupable en liberté. C'est un échec de la justice. Mais un innocent en prison, c'est pas un échec de la justice. C'est une négation même de la justice. Alors, c'est le travail de l'avocat, il est là. Moi, je racontais dans mon livre la première affaire d'assises que j'ai plaidée. Alors, je raconte parce que vous allez bien voir ce problème du rapport à la vérité. Je raconte que je plaide une affaire, et je plaidais pour ce qu'on appelait à l'époque un clochard, c'est-à-dire quelqu'un qui dormait dans la rue, qui est un SDF, comme on dit aujourd'hui. Et il était sur les quais de la Seine avec une bande de copains, et il buvait beaucoup de vin rouge, parce que c'était... Et on l'accusait d'avoir poussé un de ses copains à la Seine, un autre clochard, parce qu'il se battait pour un paquet de tabac. Moi, je vois le dossier, je suis commis d'office, c'est-à-dire que mon bâtonnier me dit il faut défendre cet homme-là. Je vois le dossier, je dis écoutez, bon Dieu, je vais le voir. Je lui dis écoutez, on va peut-être mieux avouer, quoi, on va essayer d'expliquer. C'est peut-être pas prudent de continuer à nier comme ça. Vous avouez, on va dire, c'est un pauvre homme qui s'est laissé aller. Bon. Il dit mais je suis innocent. Bon. Alors j'ai revu le dossier dans l'autre sens. Et au bout d'un certain temps, je me suis dit mince, mais peut-être qu'il a raison. Peut-être bien qu'il était innocent. Puis après, j'ai dit, mais c'est bien sûr, il est innocent. Personne ne l'a vu. Et alors, on est arrivé à l'audience, j'avais 22 ou 23 ans, j'étais tout jeune, j'y croyais, à l'époque on était avocat jeune, j'y croyais beaucoup, je me suis battu, et à la fin, il a été condamné à 5 ans de prison. C'était trop ou trop peu, évidemment. Mais j'étais quand même effondré, quoi. J'ai dit, ce type est innocent. Je suis allé le voir, il était hilar. Il m'a dit, vous avez bien eu, Père Goulet vous avez bien eu, etc. Donc il était coupable. Et moi, j'avais plaidé, mais vous savez, j'y croyais vraiment qu'il était innocent. Et quand il a été condamné à 5 ans, j'étais complètement effondré. J'ai dit, mais c'est pas possible, il a été condamné. Je m'étais faussé le jugement. Ben oui. Mais c'est le prix qu'on paye pour éviter de condamner un innocent. C'est la présomption d'innocence. C'est un prix qu'on paye pour la présomption d'innocence. C'est comme ça. Ça fait que la présomption d'innocence, qu'un avocat soit convaincu de ce que son client est innocent, c'est préférable. Moi, j'ai du mal. Alors, je me fausse le jugement, bien sûr. Ça m'est arrivé souvent, sans doute. Je me suis faussé le jugement. J'ai cru qu'il était innocent. Et il ne l'était pas. Ben oui. Mais il l'était peut-être. Et voilà. Et donc, la vérité, c'est difficile. La vérité, c'est une notion fragile. On essaye d'approcher de la vérité, bien sûr. D'ailleurs, on parle toujours au nom de la vérité. On essaye de convaincre les gens. On ne convainc pas les gens d'un mensonge. Quand on essaye de convaincre les gens, c'est qu'on croit à ce qu'on dit. On croit à cette vérité. Et voilà. Alors, la vérité, ça existe. Je ne le conteste pas. Il existe une vérité, mais elle est quelquefois difficile à approcher. Et notre rôle, c'est d'éclairer les faits dans le sens de la défense.